Oui, parce que samedi, c'était le jour anniversaire de l'accident de Lubrizol. C'était il y a pile un an et des habitants de Rouen ont défilé dans la rue pour protester contre le peu d'informations et de réparations qu'ils estiment avoir obtenues. L'incendie, c'était il y a un an déjà, mais il reste gravé dans la mémoire des Rouennais. Salia Blalouz se souvient très bien de cette nuit-là. Mon conjoint et mon fils sont partis, moi je suis restée. J'ai eu une crainte, ça a été celle effectivement de ne pas revoir mon fils. Je me suis dit que si l'incendie prenait des proportions terribles, il n'était pas impossible qu'une partie de Rouen soit rayée de la carte. Elle fait partie d'un collectif de mères allaitantes créé juste après l'incendie. Pour connaître les conséquences de la pollution environnementale, elles ont fait analyser le lait et les urines de 9 d'entre elles. Nous avons 3 molécules qui ont été recherchées, l'éthylbenzène, le xylène et le toluène, que ces 3 molécules qui ont été recherchées, elles ont été trouvées, que ce soit dans le lait ou dans les urines. Et s'agissant du lait, là, on a la chance d'avoir des données antérieures à l'incendie, puisque les mamans avaient congelé leur lait, et que on matérialise le bruit de fond avec ce que l'on retrouve avant l'événement, après l'événement, mais on matérialise également une surexposition à la pollution environnementale au moment du 7 octobre. Salia est avocate, c'est elle qui va représenter la vingtaine de familles qui a porté plainte pour mise en danger d'autrui suite aux traces découvertes dans le lait maternel et les urines. Au lendemain de l'incendie, de nombreux habitants souffrent de maux de tête, d'irritations respiratoires, de vomissements. Des prélèvements sont d'ailleurs faits sur les personnes qui ont été les plus exposées aux émanations toxiques. Mais ces analyses ont été faites sans consigne des autorités de santé. Ça a été laissé à la libre analyse de chaque médecin et de chaque service hospitalier pour lesquels les patients et les gens exposés pouvaient consulter. Donc il n'y a pas eu de mots d'ordre particuliers qui ont été donnés de devoir doser certaines choses, et il n'y a pas eu non plus de mots d'ordre de concentrer les résultats pour voir s'il y avait des anomalies en population. L'administration a privilégié la mise en place d'un contrôle régulier de l'air ou des sols pour observer la présence d'éventuels signes de pollution liés à l'accident de Lubrizol. Et ce seront ces résultats qui déclencheront ou non la mise en place d'un suivi à long terme de la population. Mais il faudra attendre des années pour connaître réellement les conséquences de cet incendie sur la santé humaine. On ne sait pas exactement toutes les substances qui peuvent retomber. Donc la chose que l'on peut faire, c'est suivre s'il y a des nouvelles maladies qui apparaissent de façon significativement différente dans les zones qui ont été polluées. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'accident de Lubrizol a eu des répercussions sur les agriculteurs. Par principe de précaution, 2000 exploitations ont ainsi eu l'interdiction de vendre leur production. Pour compenser les pertes, un système d'indemnisation a été mis en place. Problème, tous ne l'ont pas touché et certains attendent toujours que leur dossier soit pris en compte. On a été dans le flou en permanence. Pendant, c'était le flou sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, c'est le flou sur les indemnités, où est-ce qu'on en est. Il n'y a aucun service qui s'occupe de collecter les informations et de nous les redonner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été indemnisés. Il y a des gens qui ont été indemnisés a priori sur l'ensemble des demandes qu'ils avaient fait. Il y a des gens qui ont été indemnisés partiellement, il y a des gens qui n'ont pas eu de retour. Et en fait, on n'a aucun son de cloche sur ce qui se passe généralement. Un an après l'accident, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Une situation qui va peut-être changer avec la mise en examen de la société Lubrizol. Placée sous contrôle judiciaire, l'entreprise doit notamment constituer un fonds de 4 millions d'euros afin d'indemniser les victimes et les dommages sur l'environnement. En attendant, certains sinistrés continuent de faire entendre leur voix. Ils dénoncent l'absence de mesures en cas de nouvel incident. Que faire demain? Est-ce que les sirènes sonneront vraiment cette fois-ci? Est-ce que effectivement on nous dira de nous confiner? On n'en sait rien du tout, rien de plus qu'avant le 26 septembre. On nous promet effectivement maintenant un nouveau système d'alerte par SMS, puisque ça va être une réglementation européenne, mais pour l'instant il n'est toujours pas en place, donc il ne faut pas que Lubrizol rebrûle demain. Ou leurs voisins, parce qu'on parle de Lubrizol, on a quand même 5 sites Céveso eau à Rouen. De leur côté, la préfecture de Seine-Maritime et la société Lubrizol n'ont pas souhaité s'exprimer.
Alors, on va commencer la discussion avec cette remarque de Catherine qui nous dit « Pour Lubrizol, a-t-on aujourd'hui des résultats officiels ? On nous avait dit que tout était normal il y a 1 an, mais j'ai du mal à y croire. On nous refait le coup de Tchernobyl. » Laura Verdian, vous avez reçu sur notre plateau quelques jours à peine après l'accident. Vous nous aviez dit à l'époque qu'il fallait du temps pour observer les résultats de l'impact de cet accident sur l'environnement et sur la santé. Donc d'abord, est-ce qu'aujourd'hui on a des réponses sur l'impact environnemental ? Oui. Aujourd'hui, sur le site de la préfecture, il y a toutes les informations, c'est-à-dire toutes les études de sol, d'eau, de pollution des eaux du port de Rouen et des pollutions des eaux qui sont allées dans la station d'épuration de la ville de Rouen. Donc tout ça est à disposition. Après, j'ai envie de vous dire, il faut quand même être un petit peu spécialiste pour être en capacité de les lire. Mais quel est le bilan Alors le bilan, pour les avoir lus ouais. de mon côté, c'est qu'il y a eu, par exemple sur la station d'épuration, des dioxydes et des furanes qui nous inquiétaient le plus, mais en toute petite quantité et très rapidement disparu. Donc il y a eu un impact de Lubrizol, de l'incendie de Lubrizol, bien entendu, mais cet impact n'a pas été lourd. C'est pas Tchernobyl, comme dit Catherine. Voilà. Après, moi, ce qui m'a énormément heurté en lisant ces analyses, c'est que par exemple, si on prend par exemple les analyses de sol, si on prend le plomb, il est démontré qu'il y a une pollution au plomb historique de la zone et que donc, ce n'est pas l'incendie qui aurait provoqué la pollution au plomb. Mais il y en a quand même une qui est là. Et c'est un petit peu moi ce qui me gêne, c'est que certes cet incendie a eu un impact, peut-être de courte durée, mais est-ce que c'est pas l'occasion de voir justement qu'on est dans une zone qui a eu un passif industriel long et qui a donc un impact sur ses sols, sur ses eaux, sur les hydrocarbures qu'on retrouve par exemple dans le port de Rouen. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là, justement ? Donc ça fait des années peut-être que les Rouennais sont contaminés d'une certaine manière. Est-ce que justement on a un rapport maintenant sur la santé des populations? Parce que je crois que les études, elles commencent à peine, là, les études épidémiologiques. Alors, les études épidémiologiques ont mis 1 an à se mettre en route. Là, je pense que c'est un travail aussi de coordination ministérielle entre tout ce qui est ministère de la Santé et ministère de l'Environnement. Ça, c'est un autre sujet. Mais sur la question de la pollution globale, il y a eu une commission d'enquête du Sénat là, qui vient de publier un rapport sur ce sujet qui montre qu'on n'a objectivement aujourd'hui pas une cartographie claire de toutes les pollutions en France. Non, mais sur toute la France. Ça paraît aberrant, ça, Christophe Bouillon, qu'on ne sache toujours pas où est-ce qu'on en est, où en est la santé des habitants. Complètement, trop peu et trop tard, j'ai envie de dire. Trop peu parce que ça ne correspond pas à l'attente qui était celle d'avoir un véritable plan de suivi de santé et une véritable étude épidémiologique. Et trop tard, ça a été montré dans votre reportage, beaucoup de Rouennais ou d'habitants qui ont été soumis à ce nuage ont réalisé des tests, ont pris des mesures. Cette matière-là, on était beaucoup à demander à ce qu'il puisse y avoir un registre pour qu'elle soit retenue, enregistrée. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Vous imaginez, on vient simplement de décider par tirage au sort de former une forme de cohorte, en quelque sorte, plusieurs centaines d'habitants, pour permettre, sur le très très long terme, ce suivi-là. Mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à celles et ceux qui, dès le lendemain ou quelques jours après ce nuage, ont été faire des tests, se sont inquiétés. Vous savez, là où il y a, j'ai envie de dire, encore une inquiétude qui persiste à l'échelle du territoire, c'est bien au niveau de la santé. Et c'est vraiment le maillon faible, en quelque sorte, aujourd'hui. Et c'est en tout cas l'élément fort. Vous avez l'impression qu'on ne veut pas voir, c'est ça ce qui se passe ou... J'ai l'impression qu'on n'a pas répondu à une question qui est essentielle. Vous savez, beaucoup de Rouennais, au sens large, sont choqués par l'expression « Écoutez, n'ayez crainte, il n'y a pas eu de victime ». Et beaucoup répondent « Oui, pas de victime au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle ». Mais qu'en sera-t-il demain ou à long terme ? Il n'y a pas eu de mort, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de victimes, puisqu'ils sont quand même victimes de ce qui s'est passé. Alors, vous l'avez raison. Alors d'abord, il peut y avoir aussi un traumatisme, un trauma psychique. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore perturbées. Il y a des habitants qui ont quitté parfois le territoire, d'autres qui vivent aujourd'hui mais qui sont encore perturbés. Au moment de ce triste anniversaire, ça a ramené un certain nombre d'images, ça a rappelé un certain nombre d'événements. Et je pense qu'il ne faut pas, d'un revers de la main, se dire « mais non, il y a trop d'inquiétudes ». Ils ont été choqués pour la plupart lorsqu'on leur a dit qu'ils exagéraient parfois dans leurs réactions. Et je pense, quelque part, que quand on vit un événement de cette nature, on ne peut pas se contenter de dire « écoutez, il y a plus grave ailleurs ». Non, je pense que c'est un événement d'ampleur, suffisamment grave pour qu'on réponde à la question de la santé. Daniel nous dit, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on fait tout pour rendre impossible l'indemnisation des populations ou des agriculteurs. Il faut que ça change. On l'a vu effectivement dans notre reportage concernant les agriculteurs. On est en ligne avec Olivier Navet qui est avec nous. On va même le voir. Bonjour, vous êtes ouvrier agricole à Bois-l'Évêque en Seine-Maritime. On vous a vu dans notre reportage. On voulait savoir où en est la situation depuis le tournage justement. Est-ce que vous avez eu des aides de l'État ?
Alors, depuis le tournage, on n'a pas eu d'aide de l'État, nous, à titre personnel. En fait, les dommages ont été... Il n'y a pas eu de dommages, hein, donc il n'y a pas eu de pollution, il n'y a pas eu de problème, ça c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a juste un fonds de solidarité qui est alloué par Lubrizol, et on nous explique que c'est gentiment de l'argent qui nous est distribué parce qu'on a été atteints, nous les agriculteurs. Quelles sommes vous ont été distribuées exactement dans votre cas, par exemple? Alors dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que on a déposé un dossier donc, suite à l'incendie. Ensuite, on a attendu 1 mois, 2 mois, plusieurs mois, on n'a pas eu de réponse. On a appelé un certain nombre de fois. Et puis, au milieu de l'année 2020, tout d'un coup, on reçoit un message comme quoi on a un dossier qui n'est pas pris en compte, l'autre est pris en compte. Et on a dû faire du forcing, c'est-à-dire refuser une première indemnisation pour enfin avoir un dossier ouvert sur l'ensemble de nos demandes. Aujourd'hui, on a reçu pour l'ensemble de la ferme 4 000 €. Alors quand je dis on a reçu 4 000 €, on ne les a pas reçus puisqu'on vient de renvoyer les quittances signées. Un peu la mort dans l'âme parce que voilà, c'est de l'argent qu'on accepte parce qu'on se dit que pour la solidité et la continuité de l'exploitation, on en a besoin. Mais on n'a aucune transparence. Il y a une convention qui a été signée sous seing privé. Moi, agriculteur, je n'ai aucun droit de regard sur qu'est-ce qu'il y avait dans cette convention. Est-ce que les sous qu'on a bien voulu m'allouer, c'est un minimum? Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y aura d'autres choses qui pourront être prises en compte? Tout ça, on n'a pas la réponse parce qu'on a été totalement lâché par les pouvoirs publics qui n'ont pas du tout accompagné cette indemnisation. Merci de votre témoignage, Olivier, en tout cas. Et justement, Gérard, on a l'impression que la négociation se fait un petit peu à l'américaine, comme ça, c'est un bon exemple, avec Lubrizol. On a le droit de faire ça en France et d'éviter le procès? C'est à la française aussi. C'est une vieille habitude, notamment des compagnies d'assurance, quand il y a quelque chose de collectif, d'important, mais même pour des litiges individuels, de démarcher les victimes pour proposer une transaction, en disant, écoutez, il vaut mieux que vous ayez ça tout de suite que de plaider pendant 5 ans jusqu'à ce que vous ayez un jugement. C'est souvent un mauvais calcul pour les victimes. C'est vrai qu'on a quelque chose tout de suite, mais on ferait un référé sur une procédure d'urgence pour avoir une avance, on l'aurait, en attendant que ce soit jugé au fond. Parce que le problème, c'est que pour avoir une indemnisation au fond devant le tribunal, il faut prouver la relation entre l'accident et le dommage. Ça peut prendre des années. Et c'est tout le problème, parce qu'on va partir des expertises, effectivement, quelle est la relation directe entre l'accident Lubrizol et le problème dans une ferme. Mais ça ne met pas fin à la procédure pénale, puisqu'il y a une procédure engagée par le parquet pour mise en danger de la vie d'autrui, où de toute façon, les victimes pourront se constituer partie civile, demander un euro symbolique de dommages-intérêts, puisqu'ils sont censés avoir liquidé leur préjudice avant. Mais sauf quand ce sont des sommes très importantes et qu'on se dit qu'il vaut mieux avoir ça tout de suite que d'attendre, il vaut mieux ne pas transiger. Mais c'est vrai que c'est terrible, là, ce qu'il nous dit. Il est en train de nous dire sûr. qu'ils se sont abandonnés, qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans les accords. 4 000 €. Valérie nous dit pourquoi ne pas avoir décrété l'état de catastrophe technologique? C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. Ça aurait sûrement facilité les indemnisations. Comment est-ce qu'on l'explique, ça? Alors, parce que c'est un décret qui informe que pour décréter l'état d'urgence technologique, il faut qu'il y ait plus de 500, je crois, c'est 500 habitations touchées. Aujourd'hui, ce seuil, il a été fait pour AZF. Est-ce qu'il ne peut pas être changé? C'est un décret, ça se discute, entre guillemets, ce genre de choses. Tout à fait, c'est tout à fait possible. C'est une volonté. Question d'Olivier maintenant. N'est-ce pas consternant d'en être encore à un système d'alerte via des sirènes en cas d'accident? En 2020, les choses ont-elles bougé depuis l'accident de Lubrizol? C'est vrai que ça semble totalement désuet, ce système d'alerte. Malheureusement, ça n'a pas évolué. Alors, il y a une promesse qui vient d'être faite, finalement, de respecter une obligation de l'Europe, c'est-à-dire de mettre en place un système qu'on appelle le Cell Broadcast d'ici 2022. En clair, ça veut dire que si vous vous trouvez à proximité d'une antenne, vous voyez arriver sur votre portable, même si vous n'avez pas pris d'application pour cela, un message qui vous indique quelle attitude, quel comportement, en tout cas qui vous alerte sur le risque que vous pouvez. Et c'est pratique, pourquoi? Parce que, par exemple, si vous venez du Japon ou de la Bretagne et vous vous retrouvez à côté de Lubrizol, c'est pas forcément, même en touriste, même si vous n'êtes pas enregistré avant au préalable, eh bien vous recevez ce message. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que cette obligation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait quelques années déjà que les pays de l'Union européenne se doivent de mettre en place ce système. La France a pris du retard.
Et un événement de cette nature qui a relevé en effet la difficulté pour beaucoup d'habitants de comprendre aussi la signification des sirènes. Non seulement c'est un système désuet, vous avez parfaitement raison, mais franchement, comprendre la signification exacte, même si vous avez un exercice tous les mois qui fait sonner pour voir si elle marche bien, personne ne sait aujourd'hui si... à quoi ça correspond et comment il faut agir. Exactement. On sait la dernière fois, les sirènes à Rouen, c'était les bombardements. Les gens ne sont pas habitués non plus. Certains peuvent avoir ce souvenir-là, en effet. Et justement, Laura Verdier, quand les sirènes retentissent et si elles retentissent, que faut-il faire? Il y a une marche à suivre. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait, en termes de risque technologique, quel qu'il soit, c'est-à-dire quel que soit le risque, il faut se calfeutrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir chercher les enfants, il ne faut pas essayer d'aller à l'extérieur, il faut se mettre dans une pièce, si possible, sans fenêtre, ou s'il y a une fenêtre avec un linge humide sous les fenêtres. On sait qu'il faut arrêter les ventilations. Et en fait, pensez à ce qui s'est passé au Liban, quand il y a eu le souffle, les gens qui étaient loin des fenêtres ont été plus épargnés, obligatoirement. Donc, c'est une pratique qui est donnée par tous les sites Céveso en France aujourd'hui, mais qui est diffusée trop peu. Il n'y a pas d'exercice pour habituer les gens à faire... Alors, justement, c'est une question de Philippe qui dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exercice grandeur nature auprès des populations, à part nous distribuer des magnettes à mettre sur le frigo disant de rester chez soi en cas d'accident. Il n'y a aucune vraie consigne de sécurité. Justement, vous avez suggéré, vous, dans votre rapport, des exercices grandeur nature. Ça a été retenu par l'État? Non, malheureusement, ce n'est pas retenu. Alors, parce qu'on nous dit que c'est difficile. Simplement, on voit que d'autres pays le font. Le Japon, par exemple. On voit que ça se fait malgré tout en France aujourd'hui à l'échelle des écoles. On appelle ça le PPMS. Oui. Et pourquoi on vous dit que c'est difficile? Parce que ça mobiliserait beaucoup de moyens, ça risque de congestionner avec la circulation, etc., etc. Concrètement, je crois que ce qui est important, c'est la répétition finalement. C'est ça la clé de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on adopte les bonnes attitudes, on a les bons réflexes quand on est confronté tout d'un coup à un scénario de risque. Moi, je trouve qu'on serait bien amené non seulement de faire ces exercices grandeur nature, mais de faire en sorte, par exemple, qu'une fois par an, on puisse avoir une semaine de la sécurité, qu'on puisse indiquer, en effet, quels sont les bons gestes. Ce qui a été rappelé à l'instant, en fait, personne ne le sait, ou alors quand on reçoit un document qui vous indique en effet les consignes à tenir, quand vous êtes confronté le jour même à ce type d'événement, vous avez envie d'aller chercher vos enfants à l'école, calfeutré ou confiné, vous ne savez plus trop comment on fait. Et qu'est-ce qui permet de corriger ça? C'est vraiment l'exercice grandeur nature. On le fait pour les autorités qui ont régulièrement des exercices, tant mieux. Ça permet de coordonner sans doute un peu mieux leur mission, la façon dont ils doivent agir. Mais ce sont les habitants qui sont aujourd'hui, me semble-t-il, les plus concernés. La culture du risque, ça ne se décrète pas, ça se prépare. C'est une éducation qu'il faut avoir. S'exercer, ce serait important. Contrôler aussi, sans doute. Écoutez, cette donnée, entre 2016 et 2018, le nombre d'accidents industriels a augmenté de 34%. Est-ce que les sites Céveso sont, selon vous, assez contrôlés, assez surveillés? Le problème, ce n'est pas tant le contrôle. Moi, je le dis assez simplement, il faut un gendarme. Vous savez, il faut la peur du gendarme. Aujourd'hui, vous avez des inspecteurs qui font formidablement leur travail, mais ils sont soumis à beaucoup de pression. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut les regrouper dans une autorité de sûreté des sites Céveso. En gros, il faut faire en sorte qu'à travers une autorité indépendante, cette matière, ce travail d'inspection, il soit rendu public. Que finalement, les squattants, on le mette devant le fait accompli et on exerce cette mission. Il faut que les sanctions soient à la hauteur de l'enjeu. Vous savez, en 2013, lorsqu'il y a déjà eu un accident à Lubrizol, à Rouen, une émanation une fuite de gaz, le mercaptan, ce fameux gaz qui sent mauvais, il y a eu une sanction de 4 000 €. C'est ridicule. Je pense que non seulement il faut un gendarme, il faut la peur du gendarme, mais quand il se fait rattraper par la patrouille... Il faut qu'il le... Voilà, parce qu'on nous dit souvent risque zéro. C'est entendable à partir du moment où il y a tolérance zéro pour toute négligence. Laura Verdier, pour conclure, est-ce que vous avez l'impression que finalement, le Covid, risque sanitaire suprême ces derniers mois, a fait de l'ombre à tous ces autres sujets, notamment à Lubrizol et à ces risques qui sont importants et dont on ne parle quasiment plus aujourd'hui dans les médias? Pour moi, au contraire, tout ça, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle du risque majeur. Le risque majeur, c'est le risque naturel, l'inondation. C'est le risque technologique dont on parle aujourd'hui. C'est le risque sanitaire, c'est le Covid. Et la préparation de la population, comme le disait monsieur, c'est fondamental. Et c'est fondamental au-delà juste de la réglementation ou du pouvoir de l'État. C'est fondamental de mettre une culture, d'impulser dans la vie. Du risque, et je pense que les citoyens sont en demande de ça. Ils sont en demande d'information, de préparation. Et c'est notre rôle à tous collectivement, c'est-à-dire l'industriel, les pouvoirs publics, les citoyens, les maires, de travailler ensemble pour essayer de faire quelque chose. Et nous préparer au mieux. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à Ghislain Beaugrand-Gérin qui nous a aidé à préparer ce dossier.